Donc, je vais vous présenter l'observatoire de Plumeur-Guidel. Donc, c'est dans le sud de la Bretagne et c'est un observatoire qui est littoral, hein, même si on n'a pas, je dirais, en tant qu'eau souterraine, on n'a pas trop de relations, heureusement, avec la mer. Mais ce que je vais essayer de vous présenter aussi, c'est comment a été mise en place, quelle est l'histoire un peu de l'observatoire, comment a été mise en place l'observatoire et comment est-ce qu'on a évolué, hein, je dirais, des eaux profondes vers la zone critique. Et donc c'est vraiment une évolution et ça ne s'est pas fait tout seul, il y a eu différentes phases. Et je pense que l'intérêt, c'est aussi d'essayer de comprendre un petit peu ces différentes phases. Alors actuellement, l'observatoire de Plumeur-Guidel, c'est en fait 3 sous-sites. Donc ici, vous avez juste, hein, c'est une vue Google Maps de la commune de Plumeur. Donc il y a des exploitations ici de kaolin. En fait, globalement, il y a pas mal de granit, il y a du micaschiste au nord, et il y a ce site de Plumeur-Guidel qui, à l'origine, a été développé comme un site exploité, qui est exploité depuis 1991. Nous, en tant que scientifiques, on est venus plus tard. On a commencé à étudier les choses plus tard, mais c'est le premier site qu'on a commencé un peu sur lequel on a commencé à travailler. Et puis, on a développé un site expérimental en 2006, un petit site expérimental, parce que ce site était exploité, on pouvait faire un certain nombre d'expériences sur le site expérimental qu'on ne pouvait pas faire sur le site exploité. C'était assez complémentaire. Et puis, on profite du fait que pour les besoins de la ressource en eau, il y a un 3e site qui a été créé du côté de Guidel, la commune voisine. Et donc, il n'est pas mis en exploitation encore. Donc, c'est un site qui est naturel. Par exemple, là, il y a une très belle zone humide, mais qui devrait être mise en pompage. Et en fait, ça fait 3 sites complémentaires qui ont des problématiques différentes et sur lesquelles on a progressivement travaillé, sachant que les problématiques et les questions scientifiques n'étaient pas forcément les mêmes. Alors, si on reprend un petit peu l'origine, à l'origine, je dirais, moi j'étais maître de conférence à Géosciences Rennes et on travaillait sur les milieux fracturés. Alors quand on disait on travaillait sur les milieux fracturés, ce qu'il faut voir c'est que globalement dans le sous-sol, quand vous avez des sous-sols qui sont imperméables, la seule manière d'avoir de l'écoulement dans le sous-sol, c'est éventuellement la présence de fractures. Et ça, c'est un peu des problématiques sur pas mal de... Disons, il y a pas mal de problématiques, dont l'enfouissement, par exemple, des déchets nucléaires dans certains sites, des questions de ressources, etc. Mais toujours est-il que les milieux fracturés, c'est des milieux qui sont assez complexes à modéliser. Et au départ, nous, on venait de la modélisation. Et ce qui nous intéressait, c'était comment décrire les milieux fracturés. Et donc, d'abord, avoir par un modèle géométrique, sachant qu'il y a des toutes petites fractures et des très grandes fractures. Est-ce qu'on peut avoir un modèle géométrique, statistique, pour décrire ça? Et puis, ensuite, en utilisant ces modèles géométriques, c'était un peu une approche, comme on dit Sylvain et Agnès, c'était une approche stochastique, utiliser ces modèles géométriques pour en déduire des modèles hydrauliques. Puis ensuite, on se disait, c'est simple, ces modèles hydrauliques, ensuite on les inverse, et puis on va arriver à résoudre un petit peu les problématiques d'écoulement et de transport, hein, dans les milieux fracturés. Ceci dit, cette 3e branche, elle était difficile, et donc on avait une expertise de modélisation sur les milieux fracturés, mais on voyait bien que si on voulait passer un peu un cap dans notre compréhension, il nous fallait des données. Et il y avait une opportunité, c'était à l'époque, en 2002, il y a eu la création de ce qu'on appelle les observatoires de recherche en environnement. Et donc on a saisi cette opportunité, hein, pour étudier, je dirais, les milieux fracturés, mais sur un site, parce que finalement, il fallait qu'on aille un petit peu, qu'on quitte, je dirais, le champ de la modélisation, qu'on ne soit pas restreint au champ de la modélisation, mais qu'on travaille aussi sur le terrain. Alors la question c'est bien joli d'aller sur le terrain, mais là, on n'a pas vraiment on avait une approche de semi-théoricien, je dirais, mais trouver un bon terrain, c'est pas forcément si évident et si simple. Et donc, quand on regarde un petit peu, donc là, je vais juste aller rapidement sur les grandes caractéristiques des eaux souterraines et des problématiques qui sont posées, hein, quand on s'intéresse aux eaux souterraines. Alors, j'ai commencé un peu sur les chapeaux de roue, mais si vous voulez m'interrompre et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein, au contraire, hein, c'est comme l'exposé précédent, il ne faut pas hésiter à poser des questions si vous en avez.
Donc les grandes caractéristiques des eaux souterraines, hein, là je représente de nouveau le cycle de l'eau, et là c'est une représentation qui a été faite dans un article relativement récent sur les flux. Et en fait on voit que dans les flux, ce qui est intéressant en termes de flux, c'est surtout le réservoir de l'atmosphère. C'est là qu'il y a le maximum de flux et d'échanges avec les autres réservoirs. Après, il y a d'autres réservoirs, mais le réservoir des eaux souterraines, il a une quantité de flux avec les autres réservoirs qui est très faible. Les échanges sont faibles. En revanche, le stock est très important. Donc on a des faibles flux, on a un stock qui est très important, et donc par conséquence, ce qu'on va avoir, c'est un temps de résidence qui est très important. Donc là, c'est des temps de résidence moyens, mais ce qu'on voit, c'est que, c'est ce que disaient aussi Agnès et Sylvain, le domaine souterrain, c'est pas extrêmement dynamique, et donc c'est des temps de résidence qui sont importants. Et là, c'est juste un temps de résidence moyen. L'autre caractéristique, c'est qu'on en a parlé, hein, Agnès et Sylvain ont parlé de la loi de Darcy. Et l'autre caractéristique, c'est la loi de Darcy, elle dépend d'une grandeur qui est la perméabilité, la capacité à laisser s'écouler des fluides dans le milieu souterrain. Donc en fait, hein, le milieu souterrain, c'est un milieu solide, avec dans ce milieu solide des pores, des petits pores, hein, à l'échelle millimétrique ou inframillimétrique, des fois c'est tout petit, et donc si on veut que ça circule à l'intérieur, ce qui nous intéresse, c'est la perméabilité. Mais quand on regarde les valeurs de perméabilité, on s'aperçoit que les valeurs de perméabilité, hein, dans les milieux géologiques ici souterrains, alors vous remarquez qu'au-dessus, on a beaucoup de détails, mais en dessous, il y a peu de détails. Donc ça, c'est aussi une caractéristique sur laquelle on reviendra. Mais en tout cas, sur les valeurs de perméabilité, on se voit que ça varie sur, globalement, 10 à 12 une douzaine d'ordres de grandeur. Donc globalement, il y a des milieux qui vont être très perméables, et puis il y a des milieux qui vont être semi-perméables à imperméables. Alors les conséquences, c'est que si vous utilisez la loi de Darcy, donc ici c'est la vitesse, alors c'est improprement appelé vitesse et influx hein, de Darcy, ça dépend donc de la différence ici de niveau, hein, juste de la différence de niveau, et rapporté à la distance, c'est ce qu'on appelle la pente, hein, tout simplement, et c'est le gradient. Et donc ça va être la force motrice qui va créer un écoulement. Et puis ensuite, ça dépend de K, la perméabilité. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça, ce n'est pas tout à fait la vitesse du fluide, mais la vitesse d'écoulement, vous pouvez l'avoir relativement facilement si vous prenez cette grandeur et vous la divisez par la porosité du milieu. La porosité, c'est le volume de vide sur le volume de roche. Et donc à ce moment-là, vous pouvez en déduire la vitesse qui dépend, tiens, il y a un petit souci, mais ce n'est pas grave, qui dépend essentiellement donc de la porosité et de la perméabilité. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous savez ça, vous pouvez en déduire des valeurs de vitesse d'écoulement dans les milieux souterrains. Et donc là, on a une douzaine d'ordres de grandeur, et donc si on prend c'est-à-dire des variations hein, de niveau par rapport à des distances, globalement, ça suit à peu près le relief, hein, malgré tout. Hein. Dans les milieux naturels, en première approximation, on peut dire que ça suit le relief, et donc en général, la différence les variations de niveau par rapport à les distances, c'est de l'ordre de 10-3 à 10-2. La porosité, ça varie évidemment, mais si on prend en première approximation une 10% de porosité, et puis on va avoir cette grandeur ici, K, la perméabilité, qui varie sur 12 ordres de grandeur. Et si on fait un peu le rapport de tout ça, on obtient des vitesses qui varient de l'ordre du mètre par seconde jusqu'à 10-14 mètres par seconde. Alors ça ne nous parle pas trop, mais quand on regarde un petit peu ce que ça veut dire que dans les milieux très perméables, vous allez avoir des vitesses qui vont être du mètre par jour. Donc là, quand on parle de mètre par jour, c'est des vitesses qui sont déjà rapides. Quand on parle des milieux semi-perméables, c'est du mètre par mois à du mètre par an. Et puis, les milieux imperméables, c'est du mètre par siècle, voire par millénaire, où c'est carrément, ça ne bouge plus du tout. Donc, c'est beaucoup plus lent. Et donc, on voit que si on veut créer un observatoire sur le milieu souterrain, il ne faut peut-être pas prendre des milieux qui soient semi-perméables et imperméables, parce que ça ne va pas bouger beaucoup. On ne va pas voir grand-chose. On aura des données, mais ça ne va pas vraiment évoluer dans le temps. Donc ça, c'est un peu une caractéristique générale. Donc c'est juste pour faire un peu un parallèle avec l'hydrologie. L'hydrologie, c'est traditionnellement les eaux de surface.
Donc en eau de surface, on a un cycle de l'eau qui est directement accessible, on peut l'observer facilement, mais il est très dynamique. Donc il faut un suivi à haute fréquence. Alors qu'en profondeur, eh ben, c'est beaucoup plus lent, c'est un cycle de l'eau qui est plus lent, mais par contre qui est beaucoup moins accessible. On ne le voit pas, il est caché, et donc il faut faire des forages pour avoir des données un petit peu sur ce qui se passe en dessous, et pour imager un peu les processus. Donc on a deux systèmes qui sont complémentaires en termes de dynamique. Donc dynamique hydrologique, hein, en général, les années sèches, on va chercher de l'eau plutôt dans le sous-sol, et inversement, mais aussi complémentaires en termes d'observation, puisque en surface, on a des milieux très dynamiques, et en profondeur, on a des milieux, au contraire, qui sont plus lents. Et donc, dernier point, c'est que le milieu souterrain, on voit très bien, ici en surface, on voit très bien un bassin versant, mais ce qui se passe sous le bassin versant, on en a beaucoup moins d'idées. Alors on peut faire un forage, ça c'est quelque chose qu'on utilisait, on peut faire un forage, et à ce moment-là on peut avoir des idées par exemple sur la roche, mais essayer de déduire ce qui se passe dans tout le milieu souterrain juste à partir d'une donnée, c'est un peu difficile. Alors on peut éventuellement y arriver, alors, on a un niveau, mais vous voyez que on ne sait pas trop comment ça se passe, c'est très schématique. On peut faire plus de forage, mais évidemment, hein, comme on a déjà dit et comme Marie-Claire a déjà dit, c'est des choses qui coûtent relativement cher. Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, notre picomole à nous. C'est-à-dire, c'est notre approche méthodologique. On a besoin d'imager, d'améliorer les observations par un meilleur échantillonnage et une imagerie des structures, des flux, des processus. Mais c'est un petit peu notre méthodologie. Je veux dire, on a besoin d'avoir plus d'infos dans le sous-sol. Et on a besoin de développer aussi des outils de modélisation et des modèles conceptuels qui soient appropriés à cette méconnaissance et voire à ce sous-échantillonnage. Donc ça, c'est un petit peu nos approches. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc tout ça nous a mené, alors bon, ça tombait bien, on avait déjà un peu travaillé sur ce site, mais tout ça nous a mené sur le site de Plumeur. Alors le site de Plumeur, ici vous avez un peu une vue. La première caractéristique, c'est que ce n'est pas un site naturel, c'est un site qui est exploité. C'est qui est exploité par la régie municipale de Plumeur à l'époque. Hein. Donc nous, quand on est arrivé, c'est qu'on a commencé en 2002, mais il était déjà pompé depuis 1991 à un débit annuel de l'ordre du million de mètres cubes. Alors pour se donner une idée, le million de mètres cubes, c'est à peu près une ville de 20 000 habitants. C'est à peu près les besoins d'une ville de 20 000 habitants. Alors ça correspondait à Plumeur, ça tombait bien, mais c'est un million de mètres cubes. Donc très bien, et donc c'est vraiment un milieu qui est très perturbé hein, par le pompage et les écoulements, et ce n'est pas un site où... Alors on verra les sites complémentaires où il y a des écoulements qui sont là beaucoup plus naturels, je dirais, moins entreprisés, mais c'est un site, comme Jérôme présentait hier, hein, qui est plus dans la catégorie des très affectés en fait par l'homme. Alors, ceci dit, Sylvain et Agnès vous ont aussi montré comment le cycle de l'eau était affecté par l'homme, et c'est des choses qui sont de plus en plus prégnantes. Personnellement, moi, je me pose beaucoup de questions dans mes cours, parce qu'on a tendance à beaucoup plus montrer le cycle de l'eau naturel que le cycle de l'eau anthropisé, et je pense qu'il faut qu'on insiste beaucoup plus sur l'anthropisation, parce que les perturbations du cycle de l'eau sont vraiment de premier ordre. Donc, bon, ça, c'était juste une parenthèse. Alors, sur le site, il était exploité par la régie municipale. Il y a une excellente qualité d'eau. On avait déjà commencé à travailler un petit peu dessus à travers la thèse de Frédéric Touchard. Il y avait eu un projet régional. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un site tout à fait exceptionnel pour la Bretagne. Déjà, la qualité de l'eau, elle est bonne. Donc, ça, c'est pas courant du tout. Mais en plus, il y en a de l'eau. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Parce que si vous prenez... La Bretagne, donc c'est le massif armoricain, c'est des granites. Les granites on connaît, alors c'est des schistes aussi, mais globalement c'est des roches anciennes qui sont peu perméables et pour lesquelles les ressources en eau sont faibles. En général, les ressources en eau souterraines, on va les chercher dans les roches sédimentaires, surtout dans les bassins sédimentaires. Là, on n'est pas du tout dans cette optique et globalement, on n'a pas, a priori, on n'a pas de ressources dans ces milieux. Et en fait, ça a été un site qui a été trouvé presque par hasard.
C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est dû à l'entêtement du député-maire de l'époque, local, hein, du maire de Plumeur, qui, dans sa jeunesse, avait travaillé en lien avec la géologie et la géophysique. Et donc, il y avait un besoin de ressources en eau. Et donc, il s'est entêté à faire des forages, alors que tout le monde, hein, tous les institutionnels, disaient « c'est pas la peine, vous ne trouverez rien ». Et finalement, il a trouvé non seulement une ressource, lui, il cherchait globalement, pour vous dire, le quart de ça. Hein. C'était juste un appoint plus pour l'été et le tourisme. Et en fait, il a trouvé une ressource qui était beaucoup plus importante et assez exceptionnelle, hein, même si ça reste modeste par rapport aux besoins de la Bretagne. Mais en tout cas, vu le contexte hein, géologique, hein, donc des granites et du micaschiste, bah, vu le contexte, c'était tout à fait exceptionnel. Donc il y avait un intérêt à aller sur ce site, et donc globalement, je résume un petit peu ici les avantages hein, du site pour nous. Alors les avantages, c'est que finalement, bah, vous pompez le site. Et comme vous pompez, bah, ici vous voyez un peu la surface de la nappe qui plonge, c'est ce qu'on appelle le cône de dépression, hein, qui plonge vers le pompage, mais ça vous fait un exutoire qui est parfaitement contraint. C'est-à-dire que finalement, votre exutoire, c'est plus le petit cours d'eau, mais ça va être globalement le pompage. J'exagère un peu parce qu'il y a quand même une petite partie qui sort par le cours d'eau, mais malgré tout, ce pompage est important. Donc c'est le principal exutoire. Alors c'est un petit bassin versant. Globalement, au début, on disait oui, c'est 3 km². Bon, en fait, quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'il en faut une dizaine. Donc c'est sans doute un peu plus grand. Et puis c'était un milieu très hétérogène, hein, puisque vous avez des roches qui ne sont pas perméables, et donc la seule possibilité, et c'est ce qui se passe, c'est que ce sont des circulations à travers des fractures, différentes fractures qui s'écoulent dans le sol, donc c'était exactement ce qu'on cherchait, hein. Et les écoulements sont localisés dans des fractures, et donc ça accélère en fait. Quand vous pompez un certain pompage, si le pompage est distribué dans tout le milieu, ça peut aller relativement lentement, mais si vous avez juste quelques fractures pour alimenter ce débit, forcément il faut aller beaucoup plus vite. Donc des vitesses d'écoulement relativement rapides, ça veut dire que c'est détectable. Vous avez des signaux à mesurer. C'est ça aussi qui est intéressant. Et donc, c'est vraiment une expérience grandeur nature. Puis, on avait le soutien de la régie municipale, puisque finalement, sur le site, on avait de l'électricité, on avait même Internet, on a pu installer Internet, bâtiments, nombreux forages et piézonomètres, etc. Donc, c'était des... Il faut voir aussi que c'est cher de faire des forages. Et là, l'avantage, c'était que nous, on arrivait, après que les forages soient faits, il y en avait déjà beaucoup qui étaient disponibles. Donc il y avait beaucoup de données qui pouvaient, sur le milieu, on pouvait exploiter tous ces forages. L'inconvénient, c'est que, oui, mais c'est un site exploité. Donc vous ne pouvez pas tout faire sur le site. Et notamment, il y a un certain nombre d'expériences. L'eau, elle doit être consommée après. Donc, il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. Et donc, il fallait aussi, et on développera d'autres sites hein, pour s'abstraire de cette contrainte. Donc, on s'est lancé là-dedans. Alors, moi, je dirais, au début, on n'était pas nombreux. Je dirais même que j'étais un peu seul. Et au début, on ne sait pas vraiment comment embrasser un peu le problème, parce qu'on peut des données, on peut en prendre plein. Donc, je dirais que moi, ce qui m'a intéressé au tout début, c'était, je me suis équipé notamment pour avoir un petit peu des données sur les paramètres fluides du milieu dans le sous-sol, mais pas nécessairement caractériser le solide, parce que ça, c'était déjà quelque chose qui se faisait en routine, ça coûtait cher, et on ne peut pas tout faire, il faut faire des choix. Donc ça, un peu au début, il faut faire des choix. Alors évidemment, la première chose qu'on a fait quand même, c'était mettre des capteurs, hein, enregistreurs pour avoir les niveaux d'eau et enregistrer les niveaux d'eau, ça c'était facile. Regardez aussi le débit du cours d'eau, le débit des pompages, enregistrer un peu ces données. Puis ensuite, au fur et à mesure, hein, parallèlement, il y avait aussi de l'hydrochimie qui s'est fait, hein, parce qu'il y a d'autres collègues qui sont venus aussi très vite hein, pour travailler sur la chimie majeure, mais aussi des datations par l'usage, on en parlera un petit peu. Et puis, on a mis en place d'autres suivis sur la température, zone non saturée, ou géophysique. Géophysique, il y a par exemple sur le site un sismo qui est géré par Nantes, mais il y a aussi des instruments dont on va parler après qui mesurent la déformation. Donc voilà à peu près. Donc c'est une expérience grandeur nature. Alors, les questions, je dirais, scientifiques, hein, c'est
des développements méthodaux. On est hydrogéologue et on cherche un peu à améliorer certaines méthodes, etc. et tout ça. Donc, au début, on s'est lancé aussi un petit peu, on en a fait des développements méthodologiques et c'est important parce que ça donne des éléments de réponse. Et puis, je dirais, à l'échelle du site, on s'est intéressé sur le fonctionnement de l'hydrosystème. Globalement, la question, c'est, on a un milieu qui est fracturé, certes, mais comment ça se fait qu'on peut retirer 1 million de mètres cubes par an dans un tel milieu c'est pas alors qu'on ne trouve pas ce genre de milieu ailleurs en Bretagne. Donc c'était vraiment un peu un site exceptionnel. On s'est posé aussi des questions sur l'origine donc, et la qualité de l'eau, mais aussi les temps de réponse du milieu. Parce que ce milieu, il est perturbé, on met en place un pompage. Encore une fois, c'est une expérience grandeur nature. Quels vont être un peu les temps de réponse du milieu? Alors, la première des choses, c'est que vous dites, alors je crois que, mais je ne suis pas sûr, cette école d'été insiste sur les chemins de l'eau. Est-ce que je me trompe ou pas? C'est bien ça? Donc, parce que c'est quelque chose que j'utilise un peu dans les titres et que je montre dans la suite. Donc, un peu la première des choses, c'était savoir, est-ce qu'on peut avoir des données sur les chemins de l'eau? Qu'est-ce qui permet ces écoulements? Et donc, là, c'est un schéma qui résume, mais on va en parler un petit peu, on ne l'a pas eu tout de suite, ce schéma, hein, c'est pas si simple que ça, et encore une fois, sur le terrain, on ne voit pas très bien les choses. Ici, c'est juste une carte géole du sud de la Bretagne, hein. On est globalement, Pleumeur, c'est juste en face de l'île de Groix, donc c'est juste ici, à côté de la ville de Lorient. Et ici, vous voyez que Pleumeur, c'est du rouge, donc c'est le granit de Pleumeur, hein. Et puis au-dessus, il y a un petit peu une bande bleue, c'est les fameux micaschistes qui sont au-dessus, mais tout ça, ça s'est mis il y a longtemps, hein. Ça a été mis en place, les granites, il y a 300 millions d'années, et il y a eu un peu de déformation, comme par exemple cette zone de faille qui a recoupé la mise en place du granit. Ici, on est au toit d'un granit, hein, mais cette zone de faille qui a recoupé, mais bon, pourquoi ça coule? Ça ne nous dit pas grand-chose. On peut aller sur le terrain, on a beaucoup d'infos sur le terrain, mais ça ne nous dit pas où ça coule. Alors on fait des forages, ça c'est un forage qui est carotté, par exemple, et donc ça coûte déjà cher et c'est un peu frustrant, parce que finalement, vous ramenez le solide, mais vous n'avez pas forcément d'informations sur les trous, sur les vides, les fractures, c'est pas toujours évident. Donc c'est un peu frustrant, mais ça donne quand même beaucoup d'informations. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que en fait, quand on a fait un forage sur la zone de pompage et qu'on a recoupé aussi ce contact entre le granit et le micaschiste, en fait, c'est très compliqué parce qu'on passe du granit au micaschiste, au granit, au micaschiste, etc. Donc, déjà, géologiquement, c'est pas simple parce qu'on est au toit d'un granit et que finalement, il y a des morceaux de ce qu'on appelle l'encaissant, c'est-à-dire la roche qui était là avant que le granit se mette en place, qui vont tomber dans le granit. Et donc, quand vous faites un forage qui est 1D, il ne faut bien pas oublier que c'est juste 1D, vous recoupez en fait ces différents morceaux et vous y comprenez pas forcément grand-chose. Donc ce qu'on a dessiné ici, qui est très schématique, on a beaucoup de mal à le voir et à savoir où est-ce qu'il a lieu ici. Et avec les forages, on a peu d'informations. Ensuite, si on regarde l'hydro, l'hydro, c'est un peu ce qu'on a mesuré ici avec ce qu'on appelle les flux ambiants. On voit que le forage, il a été fait, mais il y a une arrivée d'eau profonde, aux alentours de 108 mètres. Il y a une arrivée d'eau qui est importante, profonde, et puis il y a 3 petites autres. Alors, ce n'est pas des arrivées d'eau, c'est juste des départs d'eau, parce qu'en fait, votre forage il va connecter différentes zones de fracture, et puis ça va faire un peu un court-circuit, et l'eau va circuler naturellement, sachant que c'est sur le site de pompage en plus, naturellement au-dessus. Mais globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de fractures, mais finalement, il n'y en a que 4 qui vont permettre l'écoulement. Et donc, au début, ce qu'on a fait, c'est essayer de comprendre ce qui se passait à petite échelle. Peine perdue. C'est relativement compliqué et on n'a pas suffisamment d'informations, en tout cas sur ce site. Donc ça, c'était assez difficile, à petite échelle, d'essayer de comprendre un petit peu. Et pareillement, si on regardait un petit peu la chimie, on voit que la chimie, entre une arrivée d'eau et une autre, ça peut varier, mais c'est difficile de spatialiser en fait les informations et d'avoir des infos sur le site. Donc finalement, ce qu'on a fait, c'était plutôt essayer de réfléchir sur le site de pompage à une approche un peu plus globale sur l'aquifère.
Donc en fait, ici, vous voyez, ça, c'est une haie, et en fait, c'est le long de cette haie, plus ou moins, il y a la zone de faille verticale que je montrais tout à l'heure, mais il y a les puits principaux de pompage qui ont été occupés. Alors, ça a été vraiment faut bien s'imaginer que trouver ce site, ça a été un peu du hasard, et c'était parce qu'il restait un petit peu, apparemment, là c'était un vendredi, le foreur était encore là, et donc le maire a dit, bah, c'est une parcelle de la ville, donc vous allez là-bas. Mais c'était le 10e qui était fait, et les autres, ils n'ont pas donné autant, loin de là. Donc c'était un petit peu du hasard, mais une fois qu'ils l'ont trouvé, bah, ils ont développé, ils ont fait pas mal de forages, et ça a permis son développement. Mais globalement, cette zone, c'est une zone de résurgence d'eau profonde. Donc globalement, c'était auparavant une zone qui pouvait être ce qu'on appelle une résurgence d'eau profonde, c'est une zone de remontée en fait, des eaux profondes, une zone de décharge, typiquement une zone humide auparavant. Et c'était un bas topographique. Là, vous voyez que c'est un petit peu plus haut, les reliefs sont modestes, mais on a une remontée d'eau. Simplement, avec le pompage, ça a un peu asséché les terrains autour. Le bassin versant, je l'ai déjà dit, c'est à peu près 10 km². Et puis, on a mesuré, en fait, sur les sites, des âges de l'eau. Donc, ce qu'on considère âge de l'eau, c'est l'âge à partir du moment où l'eau a quitté le contact avec l'atmosphère. Et donc, ce dont on s'aperçoit, en mesurant à la fois sur le site ici et puis quand même un petit peu autour, c'est que on a un mélange d'eau qui sont relativement récentes, qui se sont infiltrées il y a peu de temps, et puis d'eau qui sont beaucoup plus anciennes, de 70 à 1000. Alors, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, donc ça, c'est un peu les données globales. Alors après, comme on avait des chroniques, comme l'eau qui est pompée, elle est aussi analysée chimiquement, et donc on a récupéré en fait les données, et donc on a des éléments qui sont conservatifs, et puis des éléments qui sont chimiques, qui sont non conservatifs et qui vont être réactifs. Donc il y a eu pas mal de travaux, je dirais là-dessus, mais à partir des éléments conservatifs, on a essayé de voir en quelque sorte le pompage, quelles lois de mélange quelles étaient les lois de mélange. Et en fait, quand on fait un peu ce travail, et quand on regarde un peu l'évolution, il y a toute une évolution en fait des concentrations des éléments chimiques. Et quand on fait ce travail, il faut identifier un petit peu ce qu'on appelle des Z-members, je ne sais plus comment on dit en français, mais des Z-members, c'est-à-dire des pôles de mélange, voilà, c'est ça, des pôles de mélange. Et donc, globalement, ici, c'est trois pôles de mélange qui ont été pris en compte. Et le pompage est le résultat du mélange, globalement, de ces trois pôles de mélange. Et quand on regarde un petit peu comment ça a évolué, en 1991, c'était le démarrage du pompage, c'était juste le début, et on a les données. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un pôle, ça va être ce pôle en bleu, c'est ce qu'on appelle le pôle profond, parce que c'est celui qu'on a vraiment identifié comme le plus âgé, le plus profond comme pôle. Il y a un pôle ici en vert qui est plus qui représente les eaux de surface, la recharge en quelque sorte. Et la recharge, il faut voir qu'ici, comme vous avez plus d'une vingtaine d'années de données, évidemment, la recharge, les eaux qui sont infiltrées il y a 20 ans, elles ont le temps d'arriver jusqu'au puits de pompage par la surface. Et ici, c'est un pôle en rouge, mais qui ne représente pas trop, qui n'est pas très important, c'est plus des eaux dans un milieu qui est très altéré, mais aussi très peu perméable, et qui a été un peu prisonnière, un petit peu, mais qui ont quand même contribué pour partie dans la deuxième partie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une très forte évolution au tout début. Ensuite, cette évolution-là, elle devient un petit peu moins rapide, et puis à la fin, elle s'est à peu près stabilisée, on va dire, vers 2003. Mais globalement, ce que vous voyez, c'est que les temps de réponse, c'est déjà de l'ordre d'une dizaine d'années. On met le pompage en route, ça crée une grosse perturbation et ça va mélanger en fait les eaux. Et ça va créer par ailleurs de la réactivité pour certains autres types d'eau. Donc ça, oui. Juste une question. Comment vous avez fait pour connaître le pourcentage des pôles de mélange du coup ? En fait, on regarde la concentration en éléments qu'on a dans le puits qui est pompé, et puis simplement, la concentration des différents éléments, on la compare par rapport à la concentration des trois pôles. Et donc, à un instant donné.
Et donc, au fur et à mesure, ça nous donne l'évolution, sachant qu'il y a en même temps des calculs d'erreurs qui sont faits à peu près. Alors, je ne sais pas si l'erreur est aussi, voilà, aussi fine, mais c'est l'idée. Oui? Alors, je ne sais pas si on peut être sûr, mais ce qu'on peut simplement dire, c'est que la chimie de l'eau qui est pompée peut s'expliquer avec 3 pôles. Donc en général, si tu as un modèle, puisque c'est un modèle finalement, hein, tu représentes les choses, tu prends toujours le modèle le plus simple. Ce n'est pas la peine de complexifier. Juste une petite remarque, parce que c'est une question intéressante. En fait, ces Z-members, ces pôles de mélange sont reconstitués à partir de la composition chimique. Donc ce sont des pôles de mélange chimiques que vous identifiez à des masses physiques d'eau. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc la vraie réponse à la question, c'est des pôles de mélange vus par la chimie. Enfin, c'est des entités vues par la chimie. Et donc s'il y a besoin que de 3, il y a besoin que de 3. Après, physiquement, ça peut être plusieurs corps à différents endroits. Voilà, après je présente justement quelque chose qui va aider à physiquement identifier un peu ces différents endroits. Et si je peux me permettre, Olivier, il y a les papiers que tu cites, enfin tu ne les cites pas, mais qui... Oui, c'est vrai que j'ai oublié. Oui, j'ai voilà, j'ai pas le temps. Montrer qu'effectivement, le pompage a créé des réactions chimiques Tout à fait. a activé des réactions chimiques. Et effectivement, oui, en pompant, on a aussi modifié les trajets. Et donc on modifie les lignes d'écoulement. Voilà. Tu modifies faire un pompage, c'est modifier les lignes d'écoulement profondément. Et donc, tu vas créer du mélange. Là où deux masses d'eau, si tu veux, ou conditions très différentes ne se rencontraient pas, eh ben, elles vont pouvoir se rencontrer. Et donc, elles vont pouvoir réagir si les masses d'eau si réaction il peut y avoir. Alors, je ne peux pas m'empêcher de prendre un autre traceur, parce que là, on a parlé de chimie, mais finalement, on peut aussi prendre la chaleur comme traceur des écoulements. Alors, je vais essayer de présenter un petit peu les choses assez rapidement. Globalement, la température, vous savez que la température dans le sol, elle augmente. Et elle augmente de manière, typiquement, s'il n'y a pas d'écoulement, elle augmente de manière linéaire. Simplement, s'il y a un écoulement, ici c'est juste, hein, c'est des vieux travaux, hein, mais s'il y a ici un bassin et puis ici vous avez une recharge, ça c'est les lignes d'écoulement, et puis ici une décharge, et ben, ça va modifier en fait les isothermes, ça c'est les différents isothermes, qui ici vont être plus éloignés les uns des autres. On va avoir plutôt cet effet ici. D'accord ? On va avoir moins de variations de température avec la profondeur. Et puis, aux endroits où on a une décharge, où l'eau va vers la surface, on a au contraire un resserrement des isothermes. Et donc, à ce moment-là, c'est plutôt ce profil-là qu'on va avoir avec des températures qui sont plus importantes. Donc, finalement, l'intérêt, c'est que vous mesurez la température et vous devez avoir des informations sur les zones de recharge et les zones de décharge. Donc, c'est un petit peu l'idée. Et donc, c'est des choses qui se font, Agnès, qui peuvent se faire pour les interactions de nappe rivière, mais c'est des choses aussi qui peuvent se faire aussi à plus grande profondeur sur des aquifères. Alors, c'est ce qu'on a fait. Alors, au début, hein, on fait des données, on prend des données un peu partout. Et donc, vous voyez ici, alors vous ne voyez peut-être pas parce que c'est tout petit, mais il y a des petits points. Et ces petits points, c'est des piézomètres. Hein. Donc, il y a pas mal de piézomètres. Hein. On en profite et on a mesuré. Donc ici, on a mesuré en fait la température. Ici, ça varie globalement de 11 degrés jusqu'à 19 degrés ici. Et donc, on l'a mesuré en fonction de la profondeur. Ici, on est à peu près à 120 mètres de profondeur. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de puits qui suivent à peu près le gradient géothermique ou ce qu'on suppose être le gradient géothermique, mais qui ont une évolution linéaire qui suit le gradient géothermique. Et puis, on a des puits ici, ou des piézomètres, qui sont beaucoup plus froids. Donc eux, ils sont un petit peu plus froids, ils sont inférieurs à 13 degrés. Et puis, vous avez toute une série de puits qui sont plus chauds, et qui atteignent des valeurs ici de 17 degrés, sachant que maintenant on est passé à 18 ou 19 degrés, donc ça continue à augmenter. Donc ici on ne voit pas grand-chose et puis ce n'est pas très clair. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est une carte. On peut essayer de spatialiser l'information, tout simplement. Et en spatialisant l'information, vous voyez que finalement,
l'eau chaude, la résurgence, si vous voulez, elle vient, ici c'est le puits de pompage, et elle vient du nord, F38, sachant qu'autour, c'est plutôt des eaux froides. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré la température, on a pris la température à peu près à 80 mètres, 100 mètres de profondeur, on a pris une température, et puis on a réalisé cette carte toute simple. Mais ça nous donne déjà des indices d'où vient l'eau. Alors ce qui est intéressant, c'est quand vous comparez les températures avec les mesures de CFC ou des mesures de chimie, eh bien, vous avez une très bonne corrélation. Et là, vous avez un traceur pas cher, parce que ça ne coûte rien, pour le coup. Et on peut le faire vraiment dans différents milieux. Ce que vous pouvez aussi utiliser, c'est que, on a des augmentations, hein. Si je reviens, on a des augmentations importantes de température. Ici ou là, on a des augmentations de température. Mais si on dit que c'est une résurgence, c'est que ça vient de plus profond et que quelque part, ça s'est réchauffé suivant ce gradient géothermique. Donc on peut en déduire la profondeur d'où ça vient. Et donc là, on commence à... C'est ce qu'on a fait, et donc typiquement, ça c'est un profil, sauf que là, la profondeur, c'est jusqu'à 300 mètres de profondeur. Et donc, on peut estimer que si l'eau est revenue de la profondeur, sans perte de température, alors qu'elle en a sans doute pas mal perdu, puisqu'elle échange avec la roche, eh bien, elle vient de 250-300 mètres de profondeur. Et en réalité, quand on regarde ici, ça c'est l'évolution, hein, alors c'est bien parce qu'on avait un profil quand même en 96, ça on était content de le retrouver. Et donc ça, c'est du 2003, 2005, 2010, et puis depuis, il y a 2019, etc. Mais on est à peu près vers 18-19 degrés. Alors vous voyez qu'il y a des cassures comme ça. Ces cassures, c'est tout simplement les arrivées d'eau dans le milieu fracturé. Donc ça nous donne des endroits où il y a des arrivées d'eau. Mais je dirais là, c'est le secondaire. Là, ce qu'on voit surtout, c'est l'augmentation de la température. Hein. Et on voit qu'on a une augmentation. Et ça, c'est pas le signal climatique. Hein. C'est vraiment le signal de l'eau souterraine qu'on va chercher des profondeurs et qui, au fur et à mesure, réchauffe le milieu, et puis pour arriver à des températures qui sont assez élevées au puits de pompage. Donc, globalement, on voit que c'est une eau qui vient, je dirais, du nord, que c'est une eau, on a vu un petit peu la chimie, mais on n'a toujours pas de réponse sur les chemins de l'eau et l'architecture de la zone critique. On a un petit schéma qui est comme ça, hein, avec la zone de contact entre granit et mica-schiste, sachant que cette zone de contact, elle est sans doute beaucoup plus compliquée que ce que j'ai dessiné. Et puis, on a cette zone de faille normale. Et donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est savoir, est-ce qu'on a des méthodes pour déterminer, est-ce que c'est quelle structure qui conduit l'eau? Comment est-ce que l'eau est conduite? Et donc, pour ça, on a utilisé en fait ce qu'on appelle la géodésie. Donc, c'est une méthode géophysique où on regarde finalement la déformation du sol. On va regarder la déformation du sol avec des outils assez précis. Donc là, c'est plus spécifique, mais si vous imaginez ici, vous avez un petit schéma où là, vous avez un peu une nappe libre. C'est un petit schéma que j'ai récupéré sur Wikipédia hier après-midi. Hein. Ici, on a une nappe libre parce qu'elle est susceptible de fluctuer. Et puis, plus en profondeur, on a ce qu'on appelle une nappe captive. Et c'est un peu l'équivalent de Plumeur, parce qu'au-dessus, il y a un petit peu des roches ici qui sont dites semi-perméables à imperméables. Et donc l'eau qui est ici, alors elle s'écoule quand même, elle a quand même des relations, mais globalement, elle est prisonnière, si vous voulez. Et donc, si dans ces milieux, si maintenant vous faites varier les niveaux d'eau, imaginez que vous mettez beaucoup d'eau ici, une recharge très importante dans cet endroit. Eh bien, ça va faire une masse qui va être plus importante. Et donc, il y a des chances que le sol se déforme si la recharge n'est pas uniforme. On peut avoir éventuellement de la déformation parce que vous rajoutez un effet de masse. De la même manière, dans la nappe plus profonde, ici, ce n'est pas forcément la recharge, mais vous pouvez avoir des variations de pression. Si vous imaginez ici que vous faites un forage et puis que vous allez injecter de l'eau, vous allez faire augmenter la pression et cette augmentation de pression va engendrer une déformation. Et donc, ces variations de niveau donc, sont susceptibles, c'est de masse et de pression, sont susceptibles d'engendrer des déformations qu'on peut mesurer. Donc c'était ça un peu l'idée. Donc je reviens au site de Plumeur. Et donc ce qu'on a fait, c'est une grande expérience où on s'est mis d'accord avec la mairie, on leur a dit, on arrête tout. On arrête le pompage. Et on veut regarder comment ça va remonter et quelle déformation ça va générer. Et donc on l'a fait pendant globalement 2 jours. On n'a pas pu en dire plus parce que les habitants avaient soif. C'était un peu limite. Mais c'était... Oui, mais ça, on utilise quand même de temps en temps.
Donc c'était en mai 2006, il faisait un temps magnifique, c'était super. Et donc ce qu'on a fait, c'était un suivi des niveaux d'eau. Et ici, vous voyez, en fait, et puis on a équipé pas mal d'instruments, je vais vous en parler de ces instruments. Et typiquement ici, là on a arrêté le niveau, et le niveau il va remonter de globalement, on va dire, entre 5 et 10 mètres de remontée. Donc 5 et 10 mètres de remontée. Et puis, on a fait des suivis de déformation. Il y a des outils ici qui mesurent les déformations. Et puis, on avait mis aussi des gravimètres, y compris des gravimètres absolus, hein, vous en avez vu, pour mesurer d'éventuelles variations de masse. Les gravis, ils n'ont rien donné. On est essentiellement captif. Donc là, je règle la question. Mais ça aurait pu être le cas. Ça nous a aidé à régler cette question. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est une expérience qui a rassemblé pas mal de monde, et c'était un peu une première expérience où on rassemblait hydrologues ou hydrogéologues et géophysiciens. Donc il y avait des gens de Brest, des gens de Montpellier, des gens de Strasbourg. Donc c'était un peu une expérience où on essayait de colocaliser un certain nombre d'équipements et puis de faire une expérience grandeur nature. Alors ça, c'est une carte des variations de niveau. C'était juste avant l'arrêt du pompage, et ça, c'est juste à peu près à ce moment-là, juste avant de remettre en route le pompage. Donc vous voyez qu'on est passé avec un cône de dépression. Vous avez ici, je ne sais plus à combien on est, mais on doit être à 2-3 mètres de niveau au-dessus du niveau de la mer. Hein. Le niveau, il descend vraiment, comme on est sur un site littoral. Puis après, quand on remonte à des niveaux qui sont de l'ordre de, au niveau des puits de pompage, 11 à 13 mètres, quelque chose comme ça. Donc on a une remontée quand même de 10 mètres. Donc globalement, c'est 1 bar. Ce n'est pas énorme, mais c'est 1 bar de pression. Alors ce qu'on peut faire, c'est tout simplement déjà des mesures de niveau. Des mesures de niveau, parce que si le sol se déforme, vous allez voir avant, après. On va essayer de regarder avant, c'est-à-dire à ce moment-là, et puis une fois que vous êtes ici, comment ça a bougé. Donc vous passez sur le terrain, donc on est passé sur le terrain, on a fait un peu une sorte de grille, donc ça c'était avec des gens aussi du Mans, et puis on a mesuré, grâce à un niveau précis, alors c'est des choses que vous pouvez faire maintenant avec du LIDAR par exemple, de manière plus précise, hein. Il y a des outils qui ont beaucoup évolué, mais ce qu'on a vu c'est globalement tous déformés dans cette zone. Ici c'est 0 déformation, ensuite ça c'est 1 mm de déformation. Vous voyez que ce n'est pas beaucoup, mais c'est mesurable. Et ici, c'est 2 mm, sachant qu'il y a des endroits, ici, c'est 3 mm. Donc, vous avez quelques millimètres de déformation et ça, c'est la variation de niveau. C'est juste ce qu'on appelle le rabattement, hein, mais c'est la variation de niveau. Et donc, on a 2-3 mm de variation de niveau pour ça. Très bien. Donc, ça, c'était... Et ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que c'est aligné, globalement, alors pas tout à fait, mais globalement, le long de la zone de faille normale. On voit quelle est la structure active. Ça nous permet de dire, oui, quand on fait un essai comme ça de 2 jours, ce qui est actif, ça va être cette structure. On arrive à bien identifier. Donc très bien. En même temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des mesures d'inclinomètre. Alors les inclinomètres, c'est des mesures qui vont mesurer la déformation, mais qui vont mesurer de combien ça penche, d'un côté ou de l'autre. Et typiquement, vous mettez des niveaux. Vous avez tous utilisé à un moment un niveau pour savoir si votre étagère était à peu près horizontale. Et bien là, c'est pareil, sauf que les niveaux, ils sont très longs. Et ils mesurent 34 mètres. Celui qu'on a installé, on avait la chance d'avoir une galerie. Frédéric Boudin, il était très heureux. On avait une galerie souterraine qui datait évidemment de la Seconde Guerre mondiale. Hein, dans le coin, il y en avait beaucoup. Et qui a été instrumentée. Et donc, il y a eu un premier inclinomètre de 34 mètres et un autre inclinomètre parce que c'est des galeries pour mettre des munitions à l'époque, et donc c'était en perpendiculaire qui faisait 9 mètres de longueur. Et ces outils, globalement, ils mesurent, la précision de ces outils, c'est 10-8 radians. Alors ça ne dit pas grand-chose, mais globalement, c'est capable de voir une déformation d'1 millimètre sur des distances de 100 km. Donc c'est vraiment hyper précis. Ces outils qui ont été disposés là pour cette expérience, ils ont servi après pour analyser en fait l'effet des tempêtes dans l'Atlantique Nord sur la déformation en Bretagne qu'on enregistrait. Donc c'est vraiment des... Alors ça, je ne sais plus, je ne me souviens plus. Je me souviens, comme j'étais pas... Mais typiquement, quand vous faites ces expériences, il ne faut pas vous amuser en groupe à passer d'un côté à l'autre parce qu'on vous voit. Si en plus vous conduisez des véhicules, alors là, vous allez avoir Frédéric qui est assez sensible. Mais... Et donc, quand on regarde les mesures, alors les mesures brutes,
c'est ces trucs qui oscillent là. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a des trucs qui oscillent. Et ces trucs qui oscillent, en fait, c'est les marées. Les marées qu'on est en train d'enregistrer. En fait, l'aquifère, il est captif. Et les effets de marée, c'est l'attraction de la Lune et du Soleil, mais c'est aussi la surcharge océanique. Quand vous avez la mer qui monte ou qui descend, ben, ça fait une sacrée masse d'un côté, et donc du coup, ça va se déformer. Et ça va pencher. Et ça, typiquement, ben, c'est ces effets de marée en bleu. Alors, il a fallu les filtrer. Mais une fois qu'on les filtre, ce qu'on obtient, c'est ce signal qui est absolument analogue à un essai de pompage. C'est exactement la même courbe que ce que je vous ai montré ici. Et ce qui montre que dès que vous faites varier, à partir du moment où la pression varie, vous changez par exemple le débit d'une pompe, tout de suite ça déforme. N'importe quelle variation de pression, vous êtes capable de l'enregistrer, ça va se déformer. Donc ça c'est intéressant, puis là on est largement supérieur en termes de signal au signal qui est lié aux marées. Donc on était content et on a analysé tout ça. Et alors ce qui est intéressant, c'est que, bah oui, ça montrait aussi une déformation qui était liée à cette zone de faille normale. Donc pour l'expérience, ça montre bien que cette zone de faille normale qui est sollicitée pour les variations de pression dans le milieu. Donc on sait quelle est la structure active. Alors ce qui est intéressant, c'est que cet outil a été complété aussi par un autre outil, un peu du même genre, un désinclinomètre, et puis on a regardé ça sur plusieurs années. Et ici, vous voyez les variations du niveau piézométrique, donc typiquement, bah, vous voyez qu'il y a une recharge, puis ensuite ça diminue, c'est la décharge, une recharge, diminue, etc. Ici, c'est pendant 4-5 ans. Et vous avez le signal en rouge, et le signal en rouge, c'est le signal inclinométrique. Mais là, qui n'est pas juste limité à 2 jours d'expérience, mais qui s'étale sur plusieurs années. Et ce signal inclinométrique, bah, il montre en fait qu'il précède la recharge. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il précède la recharge, et on pense qu'il précède la recharge parce qu'il voit la recharge qui se passe au nord, avant que les niveaux piézométriques au sud ne varient. Donc ça, c'est intéressant. Mais aussi, il vous donne, comme on a différents inclinomètres qui sont dans différentes directions, vous pouvez regarder le plan de déformation. Et le plan de déformation, quand vous avez cette variation ici, il est très clair, ça vient du nord, et la recharge, elle vient du nord. Donc ce n'est pas les mêmes structures qui sont actives à long terme qu'à court terme. C'est-à-dire qu'à court terme, typiquement, ce qui va répondre, c'est la zone de faille normale, parce que c'est celle que vous pompez, c'est celle qui permet de connecter un peu le milieu. Et à long terme, c'est cette zone en fait, de contact qu'on voit ici, entre le granit et le micaschiste. Et en fait, vous voyez que cette zone, elle s'enfonce comme ça progressivement. Et c'est elle qui doit permettre de sans doute faire venir ce pôle profond, parce que c'est la seule solution. Et puis, si ici vous pompez un débit d'1 million de mètres cubes, ce n'est pas juste avec une structure verticale que vous allez avoir suffisamment d'eau, parce que c'est très petit comme surface en fait, et vous n'avez pas assez d'eau. Et donc, ce qu'on pense, c'est que, et ce qu'on a montré par de la modélisation, mais quand on dit montrer, c'est juste qu'on a fait un modèle qui est en accord avec nos données. Hein, mais ce qu'on pense, c'est que c'est cette zone qui va drainer tout le bassin. Et donc, vous avez de l'infiltration un peu tout partout. Et puis, l'eau, bah, finalement, plutôt que d'aller à la rivière à côté, elle va trouver cette zone ici perméable qui va permettre de connecter. Parce que, bah, une fois que c'est là, hop, ça va vers le site de pompage. C'est le contact entre les deux types de roches. C'est le contact entre le granit et micaschiste. C'est une zone préférentielle. Qui est une zone préférentielle d'écoulement. C'est comme ça qu'on interprète un petit peu les choses. Alors après, il y a pas mal de questions parce que comment vous faites pour pomper, je dirais depuis 30 ans maintenant, 1 million de mètres cubes, sachant qu'il y a 50% qui vient du pôle profond. Quelle est la porosité de ce système? Quelle est l'ampleur et la taille de ce système? Ça, on n'est pas allé voir au nord. Et on ne sait pas, il faudrait faire des forages profonds, c'est trop compliqué. On est limité hein, dans l'imagerie et dans la compréhension du système. Mais on pense un peu à ce fonctionnement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, un peu. Vous avez une idée du balance de quantité qui entre dans le système? C'est une règle de 3. Alors je dis, c'est une règle de 3, mais on a fait aussi pas mal de simulations, on a fait pas mal de modélisation numérique. Il y a eu par exemple la thèse de Lucas Guillaumeau, qui a repris toutes les chroniques
si tu veux, piézométrique. Et donc, on a essayé de savoir quelle était l'infiltration, tu vois, de déterminer l'infiltration, de bien vérifier qu'on avait un modèle qui était capable de modéliser. Globalement, ce qu'on pense, c'est la recharge, elle est de l'ordre de 100 mm. C'est à peu près ça. C'est en lambda, hein, toujours, qu'on s'exprime. Hein. C'est-à-dire que par rapport à la quantité qui pleut, bah, c'est 100 mm, donc ça vous fait 100 litres par mètre carré. C'est à peu près ça, mais voilà, on a des estimations, mais c'est difficile. Et comme le milieu, si tu veux aussi, c'est un milieu qui est fracturé, faire des études sur la recharge locale, c'est assez compliqué. On peut que se baser sur les niveaux piézométriques qui intègrent en fait le signal de la recharge. Il n'y a pas de risque du sécher le... Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, mais enfin, je dis non, tout simplement parce que si tu veux, au début, quand le pompage a été mis en place, il y a eu une variation un petit peu pluriannuelle, ça c'est vrai, mais ensuite ça s'est stabilisé. En 2001, il y a eu une année très très humide, donc a été très marquée, notamment en Bretagne. Et puis, bah, depuis, on voit des variations annuelles. L'année dernière, il n'y a pas eu de recharge, mais cette année, ça a été un petit peu meilleur. Voilà, ça fluctue, mais ça baisse pas. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le risque d'assèchement, quand on a un milieu comme ça, le producteur, qu'est-ce qu'il fait? Il règle le pompage. Au début, on était à 1,1 million de mètres cubes. Moi, je me souviens, ça faisait l'ordre de 140 mètres cubes par heure, etc. Et puis, ils essayaient d'y aller parce qu'il y avait de l'eau. En plus, l'eau, c'est un impôt indirect. Je ne devrais pas le dire, mais Et donc, c'était intéressant. Mais au bout d'un moment, bah, ils ont réduit. Ils ont réduit à 110, ils ont réduit à 100. On règle, en fait, le pompage en fonction. S'ils voient que ça s'écroule de trop, on diminue. Mais ça reste une expérience empirique. Jérôme? La mer n'est pas loin. Oui. La faille, elle est orientée... Ah non, Nord-20. dans le bon sens. Est-ce qu'en pompant pas trop, on n'a pas des risques d'infiltration de l'eau de mer? En fait, la faille, elle doit être par ici. Et tu vois que dans le prolongement, il y a ces zones de kaolin. Et ces zones de kaolin, ils sont alignés le long de zones de faille. Et le long les kaolins, c'est de l'altération du granit, hein, qui est exploité ici par Imerys, je crois. Et c'est aligné le long de zones de faille. Et là, comme ils descendent sous le niveau de la mer, eh ben, s'ils ne pompent pas, ils ont les pieds dans l'eau de mer. Bah oui. Là, il y a des intrusions d'eau saline. Il n'y a pas de problème. Est-ce que du coup, ça protège un peu le captage qui est derrière, du coup Alors, ce qu'on se dit, c'est que le captage, il est là, et l'eau, elle vient du nord. Au sud, il y a un granit. Et comme les structures sont pas trop mal orientées, pour l'instant, ça protège. Par contre, on verra que sur l'autre site, ici, on commence à être un petit peu plus à l'étroit, je dirais. Voilà. Il y a des enjeux aussi sur les intrusions d'eau saline. Tout à fait. Donc ça, c'était le site... l'observatoire de Plumeur-Guidel, vraiment, je dirais, le site exploité. Alors maintenant, je passe au deuxième site, qui est la création du site expérimental. Alors je vais essayer d'aller assez rapide, parce que sinon on va manger trop tard. Mais donc globalement, ce site, on l'a créé, si je me souviens bien, ça doit être entre 2003 et 2006, c'était à l'aide d'un projet européen Alliance, qui a été mené par Philippe Pézard à l'époque. Et donc, en fait, pour la petite histoire, c'est qu'il y avait ce projet européen qui avait été soumis. Et nous, on n'y était pas dedans, mais simplement, l'Europe, elle avait dit, mais attendez, il y a Rennes qui a un projet aussi sur les milieux fracturés, un projet européen, on avait à l'époque, sur les milieux fracturés. Ils travaillent sur un site comme ça, il faut rassembler tout le monde sur le même site. Donc il y avait déjà l'idée dans l'Europe de la colocalisation. et donc ben, les Anglais de Birmingham ont réalisé 3 forages. Alors là, on a beaucoup moins de forages, mais ils sont beaucoup plus près. On a 3 forages, je vais les montrer tout à l'heure, mais ils sont à des distances, c'est une dizaine de mètres, et dans lesquels on s'est servi de ça pour vraiment faire de l'expérimentation. Et on s'est intéressé, en fait, c'est ce que je vais montrer un peu, surtout à des questions de transport, mais pas que. Globalement, les hydrogéologues, ils travaillent souvent soit sur la recharge, soit sur le transport. C'est un petit peu, pour simplifier, beaucoup de questions tournent autour de ça. Alors quand on dit recharge, c'est évidemment aussi en lien avec tout ce qui est variation climatique. Donc le transport, c'est typiquement, l'eau, elle va s'écouler, mais l'eau, elle transporte des éléments. Et notamment, ça peut être des sources de pollution, comme on voit ici. Alors si on veut étudier ça,
en général, et si on veut faire des expériences pour comprendre un petit peu ce qui se passe, c'est comment en fait une source ponctuelle va se disperser dans le milieu. La grosse question qui intrigue les hydrogéologues, c'est comment l'hétérogénéité du milieu, elle va engendrer des variations de vitesse, et les variations de vitesse, elles vont aider à la dispersion. Plus il y a une grande variation de vitesse, plus la dispersion va être grande. Et donc, c'est globalement, comme on ne voit rien, c'est comment est-ce qu'on peut prédire ce genre de choses, sachant qu'il y a un enjeu aussi sociétal assez fort. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était un peu les milieux fracturés. Et puis, typiquement, comment est-ce qu'on procède? Ce qu'on fait, c'est que dans un forage, on va injecter un traceur coloré, typiquement. Et dans un autre forage, on va pomper. Et donc, on va regarder le déplacement de l'un à l'autre. Alors, vous comprenez pourquoi on ne peut pas faire ça sur le site exploité, parce que même si nous, on pompe, à côté, ils pompent plus. Puis si on se met à colorer le château d'eau, c'est déjà arrivé, hein, par des expériences d'hydrogéologie. Dans ce cas-là, il y a le maire qui appelle. Hein. Donc, voilà. Et donc, typiquement, quand vous injectez, ça se déplace, et puis ça va arriver sur l'autre forage. Et ce que vous allez récupérer, c'est une courbe comme ça, où il y a la concentration en fonction du temps. Donc au début, il n'y a pas de traceur, au tout début de l'expérience, il n'y a pas de traceur qui est encore arrivé, puis les premiers éléments en solution, ils arrivent, donc là, ça commence à augmenter, vous passez un pic, puis ensuite, ça redescend très lentement, parce que il y a du traçage qui s'est perdu dans des zones qui s'écoulent très lentement, et donc ça met beaucoup de temps. Oui? J'ai une question très très naïve, mais comment vous prenez en compte la perturbation de votre système naturel par votre système de forage? Alors là, je vais le montrer, ça. Je vais le montrer. Ce qu'on utilise, c'est des obturateurs pour injecter juste dans une fracture. En fait, ici, on n'injecte pas tout le long. On voit des petits points noirs, mais c'est qu'on isole une fracture. Et on injecte juste dans la fracture, on va récupérer dans une autre fracture. Mais ça demande un équipement spécifique. Je vais montrer des exemples. Donc, on a ça. Alors, la question, nous, ce qui nous intéressait, c'était de faire la même chose dans des milieux fracturés. On est un peu omnibulé par les milieux fracturés, donc on continue. Et donc, ce qu'on a fait ici, vous voyez un peu ces obturateurs. En fait, c'est ce qu'on appelle des obturateurs gonflables. Et donc, les parties noires ici vont gonfler et se plaquer contre la paroi du forage. Sachant que le forage est non tubé, il est ce qu'on appelle en trou nu, c'est la roche. Et donc, comme ça, on peut isoler une fracture par exemple, qui connecte un puits d'injection avec un puits de pompage, vous mettez un obturateur au-dessus et un obturateur au-dessus, sachant que les distances entre les deux, c'est juste 50 cm. Donc il faut être précis aussi. C'est pas... Voilà, si vous le mettez... si vous vous trompez d'endroit, ça ne va pas couler beaucoup. Donc c'est un peu l'inconvénient. Donc soit vous faites ça et vous mesurez les concentrations ici, soit vous faites de la géophysique et vous imagez le transport éventuellement. C'est une autre méthode, typiquement. Donc, on a fait un petit peu les deux, mais typiquement, voilà, on va injecter ici, et puis on va essayer de récupérer le traceur ici et de l'analyser. Donc, c'est des expériences. Alors, je passe un petit peu vite, mais c'est des expériences qui sont un peu lourdes. Et donc là, vous voyez un petit peu comment ça... Il faut du monde. Je ne sais pas si j'arrive à la relancer. Oui, voilà. Donc, c'est des expériences un peu lourdes et qui demandent pas mal de matériel, mais on peut faire ces expériences de traçage comme ça. Et donc, mais la première des choses, c'est on a nos 3 petits forages qui sont ici. Savoir un petit peu où sont les grandes arrivées d'eau. Donc ça, on a des méthodes hydrologiques qui nous disent, voilà, il y a celle-là, il y a celle-là. Mais après, entre les deux, on ne sait pas du tout comment ça se passe. Les chemins de l'eau, on est incapable de savoir et d'imager les choses. Avec les moyens hydrologiques, en tout cas. On est capable de dire, ici, ça va être connecté, par exemple, à ici. Ça, hydrologiquement, on est capable de le dire. Mais savoir comment c'est connecté et quel est le chemin de l'eau, ça, on en est incapable. Et là, on a besoin de la géophysique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est travailler avec des collègues suisses de Lausanne, Niklas Linde, pour faire, en fait, du radar. Et en fait, on a un émetteur et puis un récepteur, et on envoie un signal radar qui va se réfléchir sur les fractures. Et c'est comme ça qu'on va essayer d'imager le milieu. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du radar comme ça, et puis vous voyez, ça c'est B1, les données acquises dans un forage, dans un deuxième forage et dans un troisième forage. Et puis vous voyez un peu les réflexions. Ce n'est pas forcément évident à vous voir, surtout dans le fond. Mais vous voyez ici une grosse réflexion, mais ça c'est parce que vous êtes dans le forage B2 et que vous voyez le forage B1 qui va réfléchir. Et puis, mais vous voyez aussi un certain nombre de réflexions ici, à différents endroits, qui sont interprétées
comme des fractures, et comme ça, vous pouvez avoir une imagerie des fractures dans le milieu. Oui ? Est-ce que vous travaillez avec des spéléologues ? Non. Mais là, c'est tout petit. Hein. Là, elles sont grosses, les fractures, mais c'est du centimètre. Hein. Ah non, il n'y a pas de grande cavité. On n'est pas du tout dans le milieu karstique. Il ne faut pas s'imaginer des rivières souterraines. Là, on est vraiment... Alors, on est déjà dans des choses qui sont très perméables et qui sont plutôt d'épaisse, je dirais, du millimètre au centimètre. Mais il faut voir que dans les sites, par exemple, dans d'autres sites qui sont beaucoup étudiés, comme les sites en Suède pour la mise en place des déchets radioactifs, ils n'ont pas des fractures aussi grosses, hein, parce que sinon, ce n'est même pas la peine de mettre en place... Là, on est très perméable. Et nos expériences de traçage, et c'est pour ça que c'est intéressant, elles ne durent que 24 heures. Enfin, elles durent la journée, typiquement. Alors que si vous le faites dans un milieu qui est moins perméable, il vous faut des semaines d'observation, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà que c'est compliqué à mettre en place. Donc là, on avait plutôt un milieu favorable. Donc ce qu'on a fait, c'est de l'imagerie du réseau de fractures, puis on a fait la même chose dans un deuxième temps, mais en faisant un test de traçage. Et le test de traçage qu'on a fait, c'est d'injecter de l'eau salée. Parce que l'eau salée, elle a une résistivité différente, et comme ça, par soustraction d'images, on peut savoir quelles sont les fractures qui vont transporter et quel est le chemin à peu près. Donc c'est ce qu'on a fait, et en fait on a pu isoler un certain nombre de fractures à différents endroits qui sont censés être les fractures dans lesquelles il y a du sel, et donc qui a transporté typiquement le traçage salin. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Hein. On a fait plein d'autres choses. On a utilisé de la fibre optique. On a fait plein de développements méthodologiques. On a accueilli pas mal de monde, des collègues étrangers. C'était vraiment une plateforme dont on s'est servi. C'était notre laboratoire, hein, finalement. Globalement, comme les distances étaient assez faibles, hein, 100 mètres de profondeur, mais c'était 100 mètres carrés, hein, le site. Hein. Donc c'était assez faible, mais par contre, ça nous a permis d'écrire les processus de transport, faire des développements méthodologiques, et surtout un petit peu d'asseoir en quelque sorte notre discipline. Et je dirais que dans le deuxième temps, ça nous a beaucoup aidé pour maîtriser, je dirais, les choses et maîtriser les concepts et de savoir jusqu'où on pouvait aller. Et ça, c'est important parce qu'on est allé finalement dans le troisième site, et on verra que le troisième site, il est beaucoup plus ouvert vers la zone critique, mais on était, grâce aux deux sites précédents, on avait acquis une expertise sur l'hydrogéologie, j'ai envie de dire. Et donc, on pouvait aller plus loin et aller beaucoup plus vers l'interdisciplinarité. Donc, le troisième site, il a aussi une histoire ancienne. Hein. Le troisième site, donc, c'est les forages. Ce que je vous ai montré, donc, c'est le site de pompage qui est là. Ici, c'est le site expérimental, petit site expérimental, et puis là, le nouveau site, donc sur la commune de Guidel. Alors, d'où vient l'origine ? C'est toujours un besoin de ressources en eau. Hein, et c'est en 2007, le syndicat des eaux de Ponscorf, je crois, qui a lancé des études hydrogéologiques, qui s'est adressé, alors ce n'est pas le même bureau d'études que celui d'avant, mais à un autre bureau d'études ils se connaissent bien, et puis évidemment, ce bureau d'études, il connaissait ce site, et donc il a recherché un peu des conditions géologiques similaires. Et on se retrouve dans des conditions géologiques très proches, mais vraiment, et donc c'est logique. Et ils ont trouvé, en fait, ici, dès 2009, ils ont fait des forages de reconnaissance, ils ont trouvé des choses qui sont aussi perméables, voire plus perméables. Donc c'était donc les forages de reconnaissance en 2009. Alors c'est assez long, hein, les études. Et puis ils ont fait en 2011 des essais de pompage qui duraient pendant 2 mois. Donc nous on était sur le terrain, on avait mis plein de capteurs, etc. aussi pour suivre tout ça. Et puis l'idée de l'essai de pompage, c'était de délimiter le périmètre de protection. Parce que vous savez qu'une fois que vous mettez un pompage en place, il faut délimiter un périmètre de protection où les activités sont réglementées. Donc globalement, vous mettez le pompage et vous regardez où est-ce que ça va varier les niveaux. Et là où ça varie, c'est là où il va y avoir le périmètre de protection. De manière simplifiée, c'est à peu près ça. Ceci dit, donc tout ça, ça marchait bien. Et puis en 2012, il y a Lorient Agglomération qui a dit halte là, c'est quand même plus simple si on fait une reprise de compétences. Ça veut dire que la compétence eau va repasser, plutôt qu'elle soit déléguée aux communes, elle va repasser à Lorient Agglomération. Sauf que Lorient Agglomération, ils n'avaient pas forcément reprendre un peu ces sites, dont le site de Plumeur, hein, qu'on a vu auparavant, qui était exploité, mais aussi ce site
qui devaient être mises en exploitation, eh ben, reprendre ces sites, ça met un certain temps, et pour l'instant, le site n'est pas encore mis en exploitation. Mais par contre, pour nous, alors pour dire, je reviens un peu sur cette petite image parce que ça permet un peu de voir un peu les enjeux. Pour nous, au début, on disait ben, c'est super parce qu'on va voir ce qui se passe au début du pompage. On a loupé le début du pompage à Plumeur, mais là, on va avoir l'occasion de voir le début du pompage, donc super. Mais je pense que les enjeux sont même ailleurs, ils vont au-delà. Et les enjeux, c'est vraiment la gestion du territoire. Et donc, pour dire un peu l'idée, en fait, le site, il se trouve juste ici, hein, c'est une zone humide, hein, on voit la zone humide ici. Il se trouve ici, il y a une zone humide. Alors évidemment, si vous faites des forages, et c'est ce qui a été fait, et que vous vous mettez à pomper, ben, il y a des chances que les niveaux y baissent. Donc la zone humide, il y a des chances qu'elle soit moins alimentée, et qu'elle soit un peu moins humide. Donc ça, c'est localement. Et puis, si vous regardez un peu ce qui se passe en... Ça, c'est la zone humide, mais la zone humide, ben, après, ça s'écoule ici, puis ça vient dans l'étang ici, l'étang qui vient ici, etc. Et puis ça finit à la mer. Et en fait, il y a des civelles qui remontent. Il y a des petites civelles. Ah oui, les petites civelles, c'est des petites anguilles et, qui viennent de la mer des Sargasses, en fait, et qui traversent l'Atlantique et qui remontent par les petits cours d'eau. Donc ça, mais encore faut-il trouver des cours d'eau. Donc, alors, ça ne coule pas tout le temps. Hein. Là, par exemple, ça s'est arrêté de couler en juin. Mais au moins dans la période hivernale, ça coule et donc il y a une connexion avec la mer. Si maintenant vous prélevez de l'eau ici, et si l'eau que vous préleviez, ben, elle alimentait l'étang, ben forcément, l'étang, il va avoir moins d'eau. Donc si l'étang, il a moins d'eau, ben, le petit cours d'eau qui va à la mer, il va encore avoir moins d'eau. Donc on voit qu'il y a des enjeux sur les écosystèmes, que ce n'est pas si évident de prélever de l'eau souterraine parce que ça va impacter les eaux de surface et donc les écosystèmes de surface. Donc on a une vraie connexion dans le milieu. Il y a aussi des impacts avec l'agriculture. Si vous mettez ici un pompage, vous n'allez pas faire la même agriculture. Alors pour avoir discuté avec l'agriculteur local, bah, ce qu'il dit, c'est moi je veux bien, mais Guidel, c'est le village où il y a le plus de piscines qui sont construites. Donc c'est aussi un enjeu. C'est aussi un enjeu. Donc la connexion de l'écosystème à l'océan, ça j'en ai parlé. Il y a des problèmes aussi d'eutrophisation. Donc là, il y a eu, j'ai vu l'article il y a quelques jours, mais de nouveau, sur l'étang, l'accès à l'étang est interdit parce qu'il y a des problèmes d'eutrophisation. Et c'est un peu chaque année, depuis quelques années que ça arrive. Hein. Et on se dit, bah, si on réduit les apports, ça risque de modifier aussi et d'amplifier ces phénomènes d'eutrophisation. Et puis, l'Orient agglomération se pose aussi la question de l'ouverture des étangs, un peu de manière globale, hein, il y en a à l'ouest et à l'est, mais ouvrir les étangs vers la mer, sachant qu'il faut savoir qu'ici, il y a un seuil. Donc c'est un seuil, globalement c'est une sorte de barrière, hein, un niveau seuil, ce qui fait que quand le niveau de l'étang est supérieur, ben, il y a un écoulement. Et donc ça coule vers la mer. Et puis quand le niveau est plus bas, ben, ça y est, il n'y a plus d'écoulement dans tout ce petit ruisseau. C'est juste le long du cordon littoral. Il y a 3 fois rien. Et donc il se pose la question de réouvrir en fait l'étang à la mer. Mais il y a plein d'associations qui sont contre, il y a des questions. Et donc c'est assez compliqué, mais il y a vraiment des enjeux de gestion du territoire. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est... À cette époque-là, en 2016, on a changé de responsable de site. Personnellement, moi, je commençais à avoir envie de papillonner plus ailleurs, sur des sites Oscar, notamment, avec la fibre optique, etc. Et puis, ben, c'est Laurent Longuevergne qui a repris la responsabilité du site de Plumeur. Et donc, qui dit personne nouvelle, dit question aussi nouvelle, et puis dit aussi énergie nouvelle. Parce que moi, ça demande aussi un site, il faut de l'énergie aussi pour mener, pour s'assurer que fédérer un peu les personnes. Et donc, c'était très bien que Laurent reprenne la responsabilité de l'observatoire. Et donc, Laurent, il a vraiment axé un petit peu, réorienté un peu une partie des questions, alors il y avait du monde derrière, mais vers l'interaction en fait entre eau profonde et interaction avec la surface. Et donc les questions, c'était des questions qu'on avait déjà abordées un petit peu ailleurs sur le rôle des aquifères dans les cycles hydrologiques, mais aussi dans les cycles biogéochimiques, et ça c'est amplifié. Quelle est la vulnérabilité des socio-écosystèmes aux pressions climatiques et anthropiques? Donc ça, c'est quelque chose qui était nouveau, de véritablement intégrer en fait le territoire et de travailler avec des gens des sciences sociales pour aborder ces questions.
Et aussi, quelle gestion de l'eau pérenne entre attractivité des territoires et adaptation au climat. Globalement, ce que ça veut dire, c'est une zone littorale, il y a de plus en plus de monde, mais ça veut dire de plus en plus de besoins en ressources en eau, sachant qu'il y a aussi des évolutions climatiques, et donc comment est-ce que vous gérez un peu l'ensemble. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer pour gérer l'ensemble. Alors juste sur le rôle des aquifères dans les cycles hydrologiques et biogéochimiques, alors il y a eu, c'est vraiment la question, c'est, on a compris un certain nombre de choses sur l'hydro, on est capable aussi de faire de la géophysique, mais là la question c'est véritablement le rôle de la biologie et des bactéries dans le milieu. Alors il y a eu pas mal de travaux sur un forage qui montraient quelque chose qui était assez surprenant, hein. C'est Olivier Baucher qui a fait ces travaux, et donc c'était un forage, c'est le PZ26, je crois qu'au départ il faisait 140 mètres de profondeur. Il était en trou nu, donc c'est-à-dire qu'il n'était pas équipé, il n'était pas tubé, et quand on passe une caméra le long, eh ben, on voit que en profondeur, on voit que la roche, et puis à partir de 60 mètres à peu près, il y a des films bactériens qui apparaissent et qui apparaissent jusqu'à la surface. Et on voit en quelque sorte un hotspot bactérien qui apparaît dans le milieu souterrain. Et donc la question, c'était un peu de comprendre qu'est-ce qui favorise en fait ces hotspots souterrains, sachant que en profondeur, on avait en fait une eau qui était très riche en fer et en manganèse. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un forage qui est artésien, et donc l'eau qui s'infiltre ici, elle va sortir en haut. Donc vous avez une circulation verticale. Et puis, en fait, ça a été interprété comme, il y a eu des mesures qui ont été faites, ça n'a pas été toujours facile, mais comme de l'arrivée d'oxygène, en fait, qui permettent le développement, en fait, de certaines bactéries qui vont favoriser des réactions d'oxydation et des réactions de différentes réactions liées au milieu. Donc la question, c'était véritablement un peu comment l'hétérogénéité, hein, et c'est une question qui est toujours un peu d'actualité, comment l'hétérogénéité aussi contrôle ce front d'oxydation entre... En surface, vous avez de l'oxygène, en profondeur, vous avez des eaux qui sont plus profondes, qui sont anoxiques, et comment les deux vont réagir et vont être impactés par l'hétérogénéité pour réagir. Donc ça, c'était des travaux un peu d'Olivier Baucher. Alors ça continue actuellement avec la thèse d'Ivan Osorio, et puis il y a Margot aussi, qui connaît bien ça, donc n'hésitez pas à en discuter avec Margot, puisque tu travailles sur ces questions. Donc alors après, la question c'est aussi, vous observez des choses à l'échelle du forage, comment est-ce que vous pouvez régionaliser les choses à l'échelle de l'aquifère. Alors là, avec Damien, on a commencé par exemple des méthodes géophysiques parce qu'on pense qu'on peut voir ces zones de mélange, qu'on peut les imager. Donc ça, c'est des choses qu'on vient de commencer avec un stagiaire de M1. Donc, et puis après, c'est à l'échelle de l'aquifère, voire à l'échelle de tout le système. C'est ça qui est aussi intéressant à faire. Alors je ne sais pas si j'ai encore... Alors on va conclure rapidement, alors je vais vite. Alors bon, il y a d'autres questions sur vulnérabilité des socio-écosystèmes aux pressions climatiques et anthropiques. Donc là, typiquement, quand vous mettez le pompage, c'est comment comment gérer des besoins en eau, parce que les besoins en eau, c'est vrai qu'ils sont là, et comment gérer les écosystèmes, globalement, et quel compromis on peut essayer de trouver entre les deux. Donc ça, c'est des choses qui sont un petit peu en cours, sachant que l'Orient Agglomération est assez intéressé par tout ça. Et puis, il y a des travaux aussi pour, globalement, mais là, je dirais, c'est plus à l'échelle du territoire, et c'est très prégnant, je dirais, pour les communes littorales, hein, parce qu'il y a beaucoup de pression. C'est comment, en fait, gérer de l'eau pérenne entre attractivité des territoires et adaptation au climat, c'est-à-dire que comment est-ce que vous continuez à urbaniser, est-ce que vous continuez à accepter plus d'habitants, est-ce qu'il faut s'arrêter, comment est-ce que vous gérez votre territoire, qu'est-ce que vous privilégiez, sachant que ça va avoir évidemment aussi des impacts sur le cycle et les besoins en eau. Donc là, il y a des projets aussi dessus. Donc,
En résumé, alors je vais aller sur les questions vite et je vais les passer. Donc en résumé, on a vraiment 3 sites complémentaires et c'est, je dirais, plus sur le dernier site qu'on est allé vers une approche qui est beaucoup plus intégrée. Donc maintenant, si on fait la somme, ben voilà, c'est un peu le schéma zone critique sur les suivis. Donc là, c'est un petit schéma aussi du fonctionnement hein, de l'hydrosystème qui va, où là l'eau va circuler et puis aussi nourrir des écosystèmes particuliers comme des zones de Natura 2000. Il y a des contributions de structures qui sont très variées, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de s'appuyer sur des structures comme l'Orient Agglomération, parce qu'ils peuvent amener beaucoup de soutien aussi, y compris dans l'observation. Hein. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de mener. Et puis, on a différents hotspots. Alors, je vous ai présenté un peu rapidement le hotspot où on faisait des expériences de traçage. Mais il y a d'autres hotspots comme une zone humide, ici, la zone humide qui est particulièrement instrumentée. Donc ça, c'est un peu un milieu aussi où il y a pas mal d'études. Et puis, par exemple, l'étang qui, lui, est l'exutoire, en fait, qui est l'exutoire en fait du domaine souterrain et sur lequel a travaillé pas mal Elliott et si vous souhaitez aussi des renseignements, mais c'est là aussi les questions, ça va être aussi, on a des arrivées d'eau profonde, riches en fer, comment ça va interagir aussi avec des eaux de surface beaucoup plus oxygénées et quelle va être un peu la réactivité et les interactions entre ces différents types d'eau. Donc pour conclure, on est passé vraiment d'un observatoire qui était centré sur un peu plus sur les eaux profondes et des questions plus d'hydrogéologie à quelque chose qui, maintenant, a beaucoup plus évolué et qui intègre des compartiments sur la biosphère, la sociosphère, même aussi l'atmosphère. Donc, c'est beaucoup plus large. Donc, je vais passer juste aux conclusions. Hein. Donc le site, alors on est arrivé aux 20 ans de l'observatoire, on ne l'a pas fêté, mais c'est juste en faisant la présentation que j'y pensais. Maintenant, ça fait même 21 ans. Donc bon, nous on voit un peu un observatoire, c'est une plateforme hein, qui est ouverte à tous. J'ai pas remercié tout le monde, mais il est clair qu'il y a énormément de monde qui est venu travailler, hein, des gens extrêmement variés. Donc ça, c'est vraiment une grande satisfaction et c'est quelque chose qui est intéressant. On a, comme je disais, une évolution. Hein. Les questions actuelles, elles sont vraiment plus liées à des questions aux sciences sociales, à des questions de gestion du territoire et à des questions sur la biologie. C'est un peu là où on voit les grandes questions qui émergent. Et pour ça, on a des sites complémentaires. Et si jamais vous voulez visiter le site, il y a une excursion qui est faite lors de la RST qui aura lieu en fin octobre, début novembre à Rennes. Et donc voilà, mais il est possible aussi d'organiser d'autres excursions. Voilà, merci.